Carnet d'été, Francesca Isidori, Thierry Grillet. Voilà, voilà. Donnez-moi simplement. Pam, pam, pam. 1, 2, 3. Au sommaire de ce carnet d'été, Recep Mitrovica, que nous allons retrouver dans quelques instants. Il est, je le rappelle, le Molière de la révélation théâtrale 90. À 7h30, nous retrouverons évidemment Jérôme Bouvier pour les informations. À 7h42, nous retrouverons Georges Boisgontier, sculpteur, pour son exposition au Jardin de la Rotonde à Beaulieu. Et puis Jean-Marie Wetzel viendra nous parler Jean-Marie Wetzel de la Compagnie de l'Élan viendra nous parler de 2 spectacles, Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc de Charles Péguy et Bajazet de Racine. Puis à 7h57, nous retrouverons Joachim Frix Van Am, le correspondant étranger de Die Zeit à Paris. 8h, les informations, avant de rencontrer Katharina von Bülow pour nous parler des programmes de France Culture à 8h20. France Culture, Carnet d'été. Je ne sais pas au juste, Thierry Grillet, si je dois saluer le reste de Sophocle, l'Edgar de Shakespeare, le Lorenzo de Musset, le Don Carlos ensemble de Victor Hugo, tout le monde ensemble, ou peut-être tout simplement Recep Mitrovica, à peine rentré de vacances et travaillant depuis 2 jours à un nouveau texte. Donc je suppose que pour l'instant, vous n'êtes pas vraiment un personnage, un cadre d'auteur, mais plutôt un comédien, un cadre de personnage. Vous êtes en train de préparer les premières lectures autour d'une table à l'Odéon d'une nouvelle pièce. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Louis Pasquale ouvre sa saison au théâtre de l'Odéon, qui appartenait jusqu'à maintenant à la Comédie Française et qui retrouve un statut tout à fait indépendant. Et on va donc créer avec lui une pièce qui est non pas inédite, mais qui n'a jamais été représentée en France, qui s'appelle Comédie sans titre avec Anne Alvaro, entre autres. Oui. Et alors, Thierry nous le rappelait tout à l'heure, vous avez reçu le Molière pour la révélation théâtrale cette année, pour le Lorenzaccio. La presse unanime ne cesse d'exalter votre talent fou, votre silhouette fragile, votre beauté funèbre, je cite. Et on a même dit que vous étiez le symbole de la renaissance de la comédie française. C'est comme si tout à coup le théâtre français était traversé par un éclair. Alors, il y a de quoi être comblé ? Oui, il y a de quoi être très, très touché, en tout cas, très, très touché, même si ça fait un certain effet de se retrouver avec, disons, une profession qui parle de vous comme d'une révélation, alors que ça fait à peu près 10 ans qu'on fait ce métier et que, effectivement, les rôles s'accumulent et que le temps passe, tout simplement. Vous êtes étonné vous-même de vous être révélé ainsi ? Non, disons que je me sens quelquefois un peu tapé, si on peut dire, pour jouer les révélations. Mais il n'en est pas moins que c'est une chose qui touche, que la reconnaissance de la profession est une chose qui touche, tout à fait. Est-ce que quand vous aviez 7 ans et vous étiez en colonie de vacances en Bretagne et pour la première fois vous êtes monté sur les planches, vous pouviez deviner ce succès, cette voix Non, je crois que je ne tenais pas à deviner grand-chose justement de ce qui m'attendait, que ce qui peut déterminer quelqu'un à faire ce métier, justement le statut volant et incertain de la profession, qui fait que on n'est jamais totalement garanti de la conduite de son existence, et que c'est vraiment, ça fait partie de ce métier en particulier, je crois. Mais rétrospectivement, effectivement, on ne peut pas refaire le parcours de Recep Mitrovica en disant voilà, c'est la construction d'un destin, mais pourtant, il y a une rencontre à 20 ans, et quand nous nous étions rencontrés, vous nous aviez parlé d'une rencontre et d'un jour précis qui vous a décidé à entrer en théâtre. Oui, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout, il y a des choses qui semblent inscrites en soi, c'est-à-dire que ça peut paraître peut-être, je ne sais pas, prétentieux de dire qu'on est né pour faire quelque chose, je ne sais pas le sens que ça peut avoir. Toujours est-il il me semble que 2 choses sont inscrites en moi. La première, c'est que je devais faire ce métier, et la seconde, c'est que je ne le ferai pas toute ma vie. En tout cas, ce qui était inscrit déjà, pour revenir à cette pièce que vous avez jouée à l'âge de 7 ans, qui s'intitulait, je crois, Paul qui rit et Jean qui pleure. Oui, et vous... Jean qui rit et Jean qui pleure. Ah, oui, vous avez vérifié, c'est bien Jean qui rit et Jean qui pleure. Et vous étiez évidemment
Celui qui pleure, et allez, c'était parti à 7 ans. Oui, oui. Mais ce qui était déjà inscrit, c'est qu'à 7 ans, vous avez saboté complètement la mise en scène. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, parce qu'on ne pouvait pas vraiment parler de mise en scène, mais oui, disons que l'humeur et que le tempérament ont pris le pas sur ce qui était prévu. Voilà. On disait que vous étiez de mauvaise composition. Vous l'êtes toujours? De mauvaise composition? Oui. Quand ça? Quand j'avais 7 ans? Oui, c'est vous qui m'avez dit ça. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Un de vos petits copains de 7 ans qu'on a rencontré récemment. C'est ça, oui, qui vous a dit que j'étais déjà très très mauvaise composition à cet âge-là. Non, je crois pas être... Je crois avoir fait de mauvaises compositions dans l'exercice de mon métier, mais je crois pas être quelqu'un de mauvaise composition. Il me semble pas, du moins. Et donc, vous avez quand même continué dans cette voie. À 11 ans, on vous retrouve dans le rôle de Don Diego dans le Cid de Corneille. Et cette fois-ci, c'est vous qui avez choisi le rôle. Oui, déjà. Et puis, alors, à l'époque, vous étiez de Louveteau, il faut préciser. C'était dans le cadre, donc, encore une fois, de vacances. Et puis, plus sérieusement, vous abordez des études de lettres, plus sérieusement, pas plus peut-être... sérieusement, non, mais enfin... le plus sérieusement possible, disons. Et vous avez un peu touche à tout, enfin un peu de droit, un peu de lettres, un peu d'histoire de l'art. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'était ça. C'était une période un peu contrariée, comme je crois pas mal de gens qui se destinent à faire ce métier en rencontre. C'est-à-dire que l'attitude des parents n'est pas forcément favorable au choix d'un métier comme celui-là. Et alors on est un peu en porte-à-faux vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire qu'on se sent poussé par un désir et qu'on ne sait pas encore bien nommer. Ça peut être, je sais pas, j'ai imaginé pouvoir faire du dessin, pouvoir faire de la danse, pouvoir faire du théâtre, pouvoir faire différentes choses. Et vous avez fait et concrètement... un jour, je me suis vraiment résolu, c'est-à-dire que je me suis en fait dit en un mot, je me suis posé la question de savoir ce qui pourrait me donner le moyen de vivre matériellement, spirituellement, et que le théâtre a été... ce qui m'est venu ce jour-là. Et vous avez rencontré, il y a eu des rencontres dont on parlera tout le long de cette émission, des rencontres avec des personnages qui ont beaucoup compté pour vous. Beaucoup. Et entre autres, Madeleine Marion, qui a été votre professeure à l'Ouvroir, à Chaillot. Voilà, j'ai rencontré Redjep parce que Antoine Vitesse m'avait demandé de faire un atelier à Chaillot et donc Redjep participait à cet atelier. Alors, tout de suite, c'était tout à fait une personne qu'on remarque immédiatement. Pour ma part, un jour, il y avait une jeune femme qui voulait passer Bérénice, tout à fait dans les débuts de l'atelier, et puis je demande un peu à droite à gauche, est-ce que quelqu'un pourrait lui donner une réplique de Titus? Bon, voilà, comme ça. Et il se trouve que Redjep savait le texte, donc on bricole un peu quelque chose comme ça autour de cette scène, et puis on en parle un petit peu, voilà, une chose, une autre, et puis... il se lance comme ça, enfin sans aucune mise en scène, ni même, je dirais, sans aucune volonté d'interprétation. Et j'étais assise à côté d'une autre jeune femme qui était là, et on regardait ça, et au bout de quelques minutes de la participation de Redjep à cette scène, son jeu, sa voix, une espèce de discrétion aussi par rapport à sa partenaire, dans une chose très très simple, absolument immobile, sans mise en scène, sans effet d'aucune sorte, ça nous est apparu tout de suite comme d'une grande rareté, d'une grande qualité, tout de suite, vraiment. Bon, et puis à partir de là, on a travaillé un peu ensemble, et puis je ne l'ai jamais perdu de vue, on ne s'est jamais perdu de vue, d'ailleurs lui non plus ne me perd pas de vue. Bon, ça c'est magnifique, parce qu'il vient me voir jouer, je vais le voir jouer, enfin bon, ça c'est une chose tout à fait magnifique. Je dis tout le temps, c'est magnifique. Mais c'est vrai que je suis absolument inconditionnelle de Redjep. Alors je dirais tout le temps, c'est magnifique. Parce que bon, dans Carlos, on a aussi un peu l'idée qu'on va donner à jouer Don Carlos à un jeune acteur, même si c'est un jeune acteur un peu sportif.
qui fait des duels, un peu KPP, enfin bon, un peu jeune futur empereur, je sais pas comment dire, énergique, musculaire, on pourrait dire. Et alors avec Redjep, ce personnage devenait tout à fait... comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Quelqu'un de hors du commun, voilà, tout simplement, hors du commun, et par conséquent un jeune futur empereur, bien sûr. Et l'insolence, l'ironie, la vélocité dans le jeu était tout à fait extraordinaire. Bon, et dans cet admirable et célèbre monologue de Don Carlos, Charlemagne, pardon, etc., il était tout à fait admirable, et voilà, bon. 20 minutes d'entrée. Entrée pour lesquelles vous pourrez consommer une boisson de premier choix au bar. Nous vous rappelons qu'auparavant de la préfecture de police, il est absolument interdit de fumer dans la salle et les couloirs du théâtre, le bar étant réservé à cet effet. Merci de votre aimable attention. Je pense que oui, qu'il est un comédien vitésien, dans ce sens qu'il a une hauteur d'esprit par rapport à son travail, par rapport à ses rôles, par rapport à son travail de répétition que je connais parce qu'on en parle, même si je ne suis pas dans un spectacle avec lui, comme c'était le cas sur les Atames. Enfin bon, on se téléphone, on en parle, et la recherche et l'exigence que Redjep a pour parvenir à exprimer ou à peaufiner son personnage, son rôle, évidemment que là on peut le rattacher tout à fait à l'école vitésienne. Je pense que un acteur comme Redjep sera un témoignage de sa rencontre avec Antoine. Oui, je le pense, oui. Oui. Bon, Balthazar, il y a 2 chemins qui partent de cette maison. Et l'un, si le regard pouvait l'onner d'un seul coup à travers maintes villes et villages, montant, redescendant comme les chevaux en désordre sur les chevalets d'un cordier, tire d'ici directement à la mer, non loin d'une certaine hôtellerie que je connais parmi de gros arbres cachés. C'est par là qu'un cavalier en armes escorte Donia Puez. Oui, je veux que par lui, Donia Puez soit enlevée à mes yeux. Cependant que par un autre chemin, entre les genêts tournoyant et montant parmi les roches parsemées, j'accéderai à l'appel que cette tache blanche là-haut m'adresse. Cette lettre de la veuve dans la montagne, cette lettre de ma cousine dans ma main. Et merveille, pour madame, il n'y a pas autre chose à faire que bien regarder la ligne de la mer vers l'est, en attendant que ces voiles y paraissent qui doivent nous ramener, elle et moi, en notre gouvernement d'Afrique. Et quoi, Seigneur, si tôt déjà partir? C'était Antoine Vitez dans Le Soulier de Satin en 87, et auparavant Madeleine Marion, qui a été donc votre professeur, Redjep Mitrovica, et qui parle de vous non seulement comme futur empereur d'un Hernani, mais comme peut-être futur empereur de la Seine. Mais votre formation n'a pas été très conventionnelle, vous n'êtes pas passé par le conservatoire. D'abord, je tiens à... Enfin, je suis très touché d'entendre Madeleine, bien sûr. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, que j'aime. J'aimerais toujours. Et je l'ai rencontré donc à l'école qu'Antoine a fondée à Chaillot. Et je dois dire que j'ai retrouvé chez elle une chose qui est rarissime, qu'on ne rencontre pratiquement pas, ou qu'on rencontre, je crois, une fois ou deux dans sa vie, c'est-à-dire quelqu'un qui allie une intelligence tout à fait étonnante des textes, a un souci permanent de la personne, qu'elle n'oublie jamais, au fond, au travers de l'enseignement qu'elle essaie de donner du théâtre,
qu'elle essaie de faire entendre, et qu'on ne peut pas toujours faire entendre. On ne se fait pas toujours entendre, je crois, tout de suite, quand on est professeur, les choses dans l'esprit des élèves ne résonnent quelquefois que des années plus tard. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui a un souci permanent de la personne dans son enseignement, et qui, dans la vie, ce qui me touche d'autant plus, fait preuve d'une humilité que je crois, je peux dire, je ne connais à personne d'autre. Voilà. Un peu comme Vitesse aussi. Vitesse aussi, vous m'avez dit, avait ce souci de ne pas humilier l'acteur. Ah oui. C'est un petit peu différent. C'est pas que je veux dire qu'Antoine était prétentieux, loin de là, et que même s'il avait des accès de prétention, ce que je ne lui ai pas connu, il en avait le droit. Il était quand même extraordinairement intelligent, cultivé et humain. Mais avec Antoine, oui, je crois que au-delà de cette culture encyclopédique dont on a beaucoup parlé, il y avait effectivement chez lui ce qui rendait les gens inconditionnellement amoureux, je crois, de sa personne, un souci permanent de ne jamais humilier l'acteur pour en obtenir ce qu'il souhaitait. Et c'est très rare, parce que beaucoup de gens, à défaut de connaître le fonctionnement, j'aime pas beaucoup ce mot-là, le fonctionnement de l'acteur, et de savoir comment ça marche, un acteur se retourne contre lui assez rapidement et je dirais, s'en prennent à lui et disons, assimile le faire, l'exécution d'une chose à ce qu'est intimement la personne. Et ça, Antoine Vitesse jamais ne se permettait une chose comme celle-là, jamais. Je pense que c'est vraiment la chose qu'il m'a apprise parmi beaucoup d'autres, et qui a été très, comment dire, salvatrice pour moi, parce que j'avais, je dirais, tendance à me sentir coupable de ne pas savoir faire les choses, ou de ne pas savoir les exécuter immédiatement, ou de ne pas... Et au fond, sa plénitude et sa sérénité face aux erreurs que les acteurs pouvaient commettre m'ont beaucoup sécurisé, et au fond m'ont fait considérer le théâtre comme un exercice que l'on doit, comment dire, auquel on doit apporter des corrections, et que l'on peut perfectionner, mais indépendamment de ce qu'on est, et sans que son intégrité en tant que personne soit touchée. Quand vous vous formez à cette école, auprès de Madeleine Marion ou d'Antoine Vitesse, ou encore dans d'autres lieux, on en parlera plus tard, le Frigo, vous entrez dans le théâtre par le répertoire, ou vous êtes plus attiré par des textes contemporains par quel texte entrez-vous dans le théâtre ? Vous savez, je crois qu'un acteur, j'ai envie de dire, est mercenaire. C'est un mercenaire. Alors il faut, c'est un statut qu'il faut accepter, c'est-à-dire que finalement, on est, je dirais, de manière très familière, un peu provocante, c'est que on est au service de qui vous paye. Mais quand on est formé, on n'est pas payé. Quand on se forme, on n'est pas payé. Et ce sont les textes qui vous forment. Moi, honnêtement, c'est le hasard, je ne sais pas, ou alors des qualités comme ça sur lesquelles on a pu fonder une demande au départ, qui m'ont porté vers les textes, disons vers des textes classiques. Mais j'ai un très grand désir de jouer des textes contemporains. Je trouve d'ailleurs que c'est un problème au théâtre actuellement. C'est que face à ce qui se produit dans le monde, je pense que les commentaires sont superflus, le théâtre, je trouve, n'est pas à la hauteur. Le théâtre ne raconte pas notre histoire. Le théâtre manque d'écrivains qui racontent vraiment notre histoire. Je dirais que le retour au classique est une très bonne chose, une chose très belle. On a vu des spectacles très raffinés, des divertissements très raffinés. Au fond, on a l'impression d'être... un retour au classique, à Molière, à Claudel, à Shakespeare. Mais j'ai envie de dire que Claudel et Molière et Shakespeare et Racine ont l'éternité devant eux, nous non. Et qu'on manque souvent d'une dramaturgie, comme on appelle ça, une dramaturgie contemporaine, qui raconte notre histoire.
Recep Mitrovica, parmi les rencontres qui ont jalonné votre vie et qui ont été déterminantes, il y a eu celle avec Gérald Robart, oui, qu'on écoute tout de suite dans un extrait de Tête d'or de Claudel. Homme nouveau devant les choses inconnues, et je tourne ma face vers l'année et l'arche pluvieuse. J'ai plein mon cœur d'ennui. Je ne sais rien et je ne peux rien que dire, que faire. À quoi emploierai-je ces mains qui tendent, ces pieds qui m'emmènent comme le songe nocturne? Je peux pas. 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 La parole n'est qu'un bruit et les livres sont ivres. Il n'y a personne que moi ici et il me semble que tout, l'air brumeux et l'amour gras, et les arbres et les basses nuées me parlent avec un langage plus vague que le ya-ya de la mer. C'est Gérald Robart d'un Tête d'or de Claudel, Recep Mitrovica. Ça a été, je crois, en fait, la première rencontre théâtrale. Oui. Oui, ça a été la première rencontre. C'était une rencontre totale avec Gérald. C'est-à-dire que je me souviens d'une époque où j'avais 20 ans, où j'étais en quête d'un cours de théâtre qui puisse qui puisse correspondre à ce que j'attendais du théâtre. Et je voyais les gens faire des tas d'exercices passionnants, c'est-à-dire faire les chiens, les chats, les animaux, comme ça, des choses comme ça. Et je me disais, bon, alors si c'est ça le théâtre, je dois me tromper, c'est-à-dire que ça ne doit pas être mon chemin. Et puis j'ai rencontré Gérald, et là, la rencontre a été absolue, a été totale. C'était un homme qui portait l'art dramatique au plus haut degré, et qui, comme on parlait de Gérald, sans tomber dans des banalités, et qui avait, je crois, dans la vie comme sur scène, la capacité de rendre ce qui est profane sacré, ce qui n'est pas peu de choses. Ce qui n'est pas peu de choses. Et qui savait subitement conférer à la plus petite chose, la plus infime chose, dans l'existence, et donc sur le plateau également, une valeur tout à fait essentielle et sacrée. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Je le subissais en quelque sorte à l'époque, c'est-à-dire que j'étais terriblement impressionné. Et pour reprendre le mot d'un poète dont je ne sais plus l'identité, mais enfin que je citerai quand même, le poète dit que les mauvais acteurs nous ennuient, les bons acteurs nous rassurent, et les grands acteurs nous effraient. Et Gérald était quelqu'un qui d'une certaine manière, effrayait. Et a effrayé, je crois, un nombre de metteurs en scène qui ont reculé devant cette occasion de travailler avec lui. Je le sais, j'en ai parlé avec eux, donc... voilà. Il y avait une sorte chez lui de regard absolu qu'il savait porter sur les choses et sur les gens, et de prescience, c'est-à-dire ça aussi c'est très rare, et c'est une avec Antoine et Madeleine, c'est vraisemblablement disons les trois personnes dans le chemin qui m'a été donné de faire qui je trouve ont su être là avant les autres, c'est-à-dire qui ont su me faire gagner du temps sur l'existence et sur moi-même, et qui n'ont pas attendu que les choses soient faites pour me dire mais bravo, c'est évidemment ça que tu devais faire, mais qui m'ont dit voilà ce en quoi il ne faut pas que tu te manques à toi-même, voilà ce vers quoi il faut que tu avances, et ça je leur dois beaucoup. Et votre première apparition sur une scène de théâtre, c'était aux côtés de Gérald Robart en 81 à Avignon. Oui. C'était Le Roi Lear. Oui, c'est ça. Oui, j'ai vaguement tenté de jouer. J'ai vaguement tenté de jouer parce que
Parce que c'était assez houleux. Parce que c'était, oui, c'est ça, houleux, oui, disons houleux, c'était euphémique, mais parce que j'avais 20 ans, parce que j'avais jamais fait de théâtre, parce que Gérald était d'une intelligence diabolique. Il avait des moyens phénoménaux, des moyens vocaux absolument formidables. Il avait, je crois, littéralement, tout en jouant Gloucester, volé le rôle du roi Lear, c'est-à-dire qu'au fond, je crois que c'est à travers lui qu'on pouvait suivre l'histoire du roi Lear. Et moi, à côté de ça, j'avais 42 fièvres, j'étais malade comme un chien. Il y avait le Mistral. Il y avait un Mistral, évidemment, à décorner les bœufs, comme toujours, dans cette sacro-sainte cour d'honneur. Et puis 3000 personnes en face, dont une bonne centaine qui ne pouvaient pas entendre ce qui se passait, puisque l'acoustique de la cour d'honneur à l'époque était exécrable. Et donc, on voyait des bouteilles de bière qui nous tombaient sur la tête entre deux répliques. Ça a été un début, disons, très chaleureux, très chaud, si ce n'est chaleureux, du moins très très chaud. Vous êtes très sensible au public ? Oh, bah oui, un acteur est toujours passablement sensible au public, oui. À celui qui vous lance des bouteilles, comme à celui qui comme à celui qui, par exemple, pose son programme sur la scène, ou ses pieds, même, tant qu'à faire. Vous le regardez, celui-là ? Celui-là, je le regarde et même j'aurais envie de le battre. Est-ce que l'hostilité du public crée une solidarité parmi les acteurs ? Dans certains cas, oui, bien sûr. Dans le cas du roi Lear, je pense que c'était un peu trop tumultueux pour qu'il puisse même subsister quelque chose de l'ordre d'une solidarité, si vous voulez. Mais, on arrivait à articuler son texte tout de même dans une telle hostilité ? Eh bien, écoutez, je me souviens d'une pause qu'on a prise pendant 10 minutes parce que vraiment, il n'y avait plus le choix, quoi. C'est-à-dire que le théâtre avait changé de camp, c'est-à-dire que c'était dans la salle que ça se passait, donc il fallait attendre que les choses se remettent en place et qu'on puisse peut-être avoir l'espoir de reprendre le cours de ce qu'on racontait. C'est plus le trac, c'est la peur de rentrer à ce moment-là. C'est plus vraiment la peur, c'est l'ahurissement. C'est-à-dire qu'on ne sait plus bien où on se trouve, quoi. Voilà, et que subitement, ça a des relents de corrida ou d'arène. Tout à fait. C'est assez particulier. Cela dit, ça n'arrive pas tous les jours, hein. C'est une chose, c'est juste oui, pour sinon le début. Vous ne seriez pas là. Non, voilà, c'est ça. Je serais mort, je crois, déjà. En général, c'est plutôt le contraire qui vous arrive. Le contraire. Bah, c'est plutôt Vous qui envoyez les bouteilles. Pas vraiment, mais enfin, vous qui subjuguez le public. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans la presse. Ah, écoutez, subjuguer, c'est un grand mot. Disons que j'essaie de faire mon métier. Et même très court, car il est 7h30 sur France Culture. Les informations, Jérôme Bouvier. Bonjour. Grave, déterminé, avec une certaine amertume, François Mitterrand a tiré hier les conclusions de l'échec du dialogue au Proche-Orient. En quelques mots, il a signifié la radicalisation de la position française. Nous sommes dans une logique de guerre. Je vous propose d'écouter ou de réécouter le chef de l'État qui s'exprimait hier à l'issue du conseil restreint qu'il venait de présider. Il est certain que nous sommes, pour l'instant, et à la suite de la responsabilité prise par le président irakien, nous sommes dans une logique de guerre. Et toute la difficulté consiste à savoir si l'on peut en sortir sans renoncer aux objectifs fondamentaux que représente la défense du droit. François Mitterrand, 24 heures après George Bush, a utilisé lui aussi le mot d'otage pour évoquer le sort des ressortissants étrangers détenus en Irak. Pas la peine de s'abriter derrière la sémantique, a-t-il déclaré. La France ne peut que combattre cette politique qualifiée de barbare. Elle appliquera strictement l'embargo, un embargo qui n'exclut pas l'intervention militaire. Un embargo sans sanction serait un simulacre, a martelé François Mitterrand.
À preuve de cette fermeté, après avoir annoncé la convocation du Parlement en session extraordinaire lundi prochain, le président de la République a révélé qu'un escadron de reconnaissance et des instructeurs militaires allaient être dépêchés dans le Golfe. C'est la première fois que l'armée de terre est ainsi mise à contribution depuis l'invasion du Koweït. Face à l'intransigeance de Saddam Hussein, Paris tourne donc la page de ses relations passées avec l'Irak. L'analyse de Jean-Pierre Boris de Radio France Internationale. Tout indique que c'en est bel et bien terminé de l'amitié franco-irakienne. Les relations privilégiées entre Paris et Bagdad remontent au milieu des années 70. Matériel militaire, technologie de pointe, pétrole, Paris et Bagdad sont dans les meilleurs termes. Cette politique se poursuit en dépit des bouleversements gouvernementaux français, même si elle agite les milieux dirigeants à Paris. La bonne entente entre Paris et Bagdad est encore renforcée par le conflit du Golfe entre 1980 et 1988. La France, comme tous les pays occidentaux, craint l'intégrisme religieux des mollahs iraniens et renforce donc Saddam Hussein. Pourtant, depuis 3 ans, le baromètre des relations entre les deux pays n'était plus au beau fixe. L'endettement irakien est en particulier à l'origine de cette dégradation. Et la crise actuelle n'aura fait que précipiter, dramatiser une évolution dont on redoute aujourd'hui les conséquences. La fermeté du président français rejoint celle manifestée quelques heures plus tôt par l'Union de l'Europe occidentale. L'organisme de coordination militaire tenait hier une session extraordinaire à Paris. Cette réunion a permis à la communauté de retrouver la voie. Il était temps. Les 12 vont coordonner leur action pour faire respecter l'embargo imposé à l'Irak. Parallèlement, ils ont rejeté l'ultimatum irakien sur la fermeture des ambassades au Koweït. Un ultimatum qui, je vous le rappelle, prend fin vendredi. De son côté, Saddam Hussein tente par de nouvelles initiatives de fissurer ce bloc occidental. Il a fait savoir hier que les ressortissants de la communauté allaient pouvoir quitter son pays, sauf les Anglais, les Français et les Allemands. L'ambassadeur d'Irak à Bruxelles a ainsi classé les pays en 3 camps, les hostiles avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, ceux qui ne le sont pas, l'Autriche, la Finlande, la Suisse et bien d'autres, et ceux qui ne le sont pas encore, tout particulièrement la Belgique et la France. À ce stade de la crise, les diplomates essaient d'identifier les dernières possibilités d'éviter la guerre. Hussein, l'Irakien, a proposé hier une négociation directe avec les États-Unis, mais sans aucune concession à la clé, proposition aussitôt rejetée par Washington. François Mitterrand, lui, place ses derniers espoirs dans les travaux de l'ONU, où l'on voit apparaître les premiers vrais clivages. La Chine veut éviter un recours à la force et n'exclut pas d'utiliser son droit de veto pour empêcher un blocus militaire. L'URSS, étonnamment silencieuse, semble vouloir prendre du recul pour jouer un possible rôle de médiation. Nous y verrons peut-être plus clair dans le courant de la journée, à l'occasion d'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui, sauf imprévu, devrait se tenir d'ici la fin de la soirée. Avant d'aborder le reste de l'actualité en provenance de l'étranger, tout de suite les incendies du Midi, en Corse, dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, c'est le désastre. Depuis hier, plus de 10 000 hectares ont brûlé sur le littoral, maisons et campings dévastés, y compris dans la ville de Marseille. Milliers de personnes évacuées par mer et par air, circulation coupée. Le point sur place avec François Lucaso. Les avions doivent reprendre leur ronde ce matin au-dessus des Calanques à l'ouest de Cassis pour essayer d'enrayer le terrible incendie qui fait rage depuis hier après-midi. L'intervention de 7 Canadair, un Fokker, un Hercule C-130, des hélicoptères et de plus de 1000 hommes n'a rien pu ou presque jusqu'ici pour contenir le front du feu parti de Marseille et qui a parcouru plus de 5000 hectares. Il a fallu évacuer en catastrophe le quartier de la Panouse, les HLM de Lumini et emmener par bateau plusieurs centaines d'estivants surpris par le feu au bord de l'eau. En début de soirée, la ville de Cassis était encerclée par les flammes qui envahissaient les faubourgs et provoquaient un début de panique avant que les secours s'organisent et qu'on ouvre les écoles pour accueillir les sans-abri. Ce matin, les Calanques offrent un spectacle lunaire. On ne compte plus les maisons détruites partiellement ou totalement. Un restaurant, des installations industrielles, des voitures et même des bateaux ont entièrement brûlé durant la nuit et le désastre n'est apparemment pas terminé. Oui, malheureusement, les pompiers sont très inquiets car la météo prévoit la persistance d'un mitral soutenu. Les hommes qui se battent sur place depuis hier vont recevoir aujourd'hui de nombreux renforts venus de toute la France. Retour à l'étranger avec tout d'abord l'Afrique, en particulier l'Afrique du Sud, où l'on constate depuis hier une légère accalmie dans la guerre sauvage que se livrent le parti Zoulou et le Congrès national africain. Aucune victime n'a été signalée hier et le président De Klerk a pu entamer des pourparlers avec les porte-paroles des deux formations.
Au Libéria, on attend l'arrivée de la force d'interposition africaine, près de 3000 hommes qui doivent tenter de mettre fin à la guerre civile. Le rebelle Charles Taylor, isolé après la trêve entre ses deux ennemis, a menacé de s'en prendre directement aux civils des pays qui composent cette force d'interposition si elle débarquait à Monrovia. En Europe de l'Est, la Bulgarie va supprimer d'ici 5 jours tous les emblèmes communistes sur ses bâtiments officiels. Les communistes au pouvoir, rebaptisés socialistes, avaient oublié de le faire. En Tchécoslovaquie, Václav Havel a relancé la révolution de velours en appelant dans un discours très musclé Tchèques et Slovaques à se mobiliser, je cite, contre les anciennes structures totalitaires qui bloquent encore notre économie. En Allemagne de l'Est, enfin, nouvelle difficulté sur la voie de la réunification. Les sociodémocrates ont refusé qu'elle ait lieu le 14 octobre. Ils la veulent le 15 septembre. Retour en France avec cette première quasi historique. Le fisc a été condamné par le Conseil d'État à réparer une erreur commise à l'encontre d'un contribuable. Résumé de l'affaire, Yvon Bourgeois, retraité de la Gironde, déclare au titre de ses revenus de 89 35 000 francs de salaire. Une erreur des services fiscaux lui en attribue des gains beaucoup plus élevés, 315 000 francs. Prélevé mensuellement sur son compte d'épargne, il n'a été alerté que très tard de l'anomalie. Après d'innombrables démarches, il a enfin obtenu, et très laborieusement, de retrouver son argent, mais s'estimant victime d'un préjudice, il a réclamé des dommages et intérêts que le Conseil d'État donc vient de lui accorder. Ce n'est pas énorme, 500 francs, mais c'est une première, car jusqu'alors, l'administration des impôts n'avait jamais été condamnée pour des fautes lourdes. Décision légitime, estime bon joueur le chef du service contentieux de la Direction générale des impôts, André Balibari, interviewé par Elisabeth Martichoux. L'erreur commise par nos services a été jugée comme une faute simple. Mais dorénavant, et c'est là qu'est le changement, quand il s'agit d'un travail qui est simple à faire, qui ne présente pas de difficultés particulières, seule une faute simple pourra engager la responsabilité de l'État. C'est une erreur de saisie informatique. Dans de nombreuses entreprises, dans de nombreuses administrations, on se sert d'informatique, il y a des opérations de saisie. Malgré la double saisie qui est effectuée, il arrive qu'il y ait quelques erreurs. Et vous n'avez pas peur que dorénavant, à chaque erreur de saisie informatique, on se retourne ainsi contre l'administration ? Écoutez, je dirais que c'est d'abord à l'administration d'améliorer autant que faire se peut la qualité de son travail. Deuxièmement, lorsque des erreurs sont détectées, les réparer le plus vite possible. Voilà ce que doit faire l'administration. Si il y a une erreur, si elle n'a pas été réparée en temps utile, et si du fait de ces atermoiements, le contribuable a subi des dommages particuliers qui dépassent la simple gêne de trésorerie, à ce moment-là, je crois qu'il est normal de lui donner un dédommagement que le juge apprécie. Le fisc encore, avec cette information judiciaire qui vient d'être ouverte par le parquet de Bordeaux à l'encontre de Claude Bèze, le président du club des Girondins. Il a été fait d'état d'anomalies comptables qui ont été transmises par la Direction générale des impôts. L'information porte sur les chefs de faux, usage de faux, abus de confiance, complicité et recel. Au club girondin, silence total. À la mairie de Bordeaux également. La météo, avant de refermer ce journal, l'anticyclone est bien en place sur la France. Les nuages présents toujours sur la moitié nord ne donneront que peu de pluie. Et dans la journée, les éclaircies reviendront. Un temps très ensoleillé persistera sur les régions méridionales. Partout, le vent viendra du nord. Malgré le soleil, une certaine sensation de fraîcheur se maintiendra en Picardie, Normandie, Île-de-France, Champagne, Lorraine, Alsace. Et malheureusement, je vous l'ai dit tout à l'heure à propos des incendies, persistance du Mistral sur la vallée du Rhône. Bon début de journée, à tout à l'heure, 8h. Jérôme Bouvier, à tout à l'heure. Merci. 1, 2, 3. Carnet d'été, Thierry Grillet, Francesca Isidori. Nous recevons aujourd'hui Recep Mitrovica, comédien, Molière de la Révélation théâtrale 90. France Culture, Carnet d'été.
Francesca, évidemment, vous avez reconnu la Valkyrie. Et si vous vous dépêchez pour prendre le train, vous serez ce soir à Bayreuth pour le deuxième volet du Ring, sous la direction de Daniel Barenboim. Donc vous réécouterez cet extrait ce soir à Bayreuth, si vous le voulez. Et soyez là demain matin. Alors, tout de suite, au téléphone, je crois que nous allons avoir Georges Boisgontier, qui est un sculpteur, qui nous a écrit il y a quelques jours, à la suite d'une émission, l'émission que nous avions consacrée à Béatrice Patry, le juge de paix. Tout à fait. Il nous a envoyé un catalogue et il expose en ce moment à la rotonde de Beaulieu. Georges Boisgontier, oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous exposez avec d'autres artistes, oui, j'ai été invité à exposer une sculpture dans les jardins de la rotonde de Beaulieu avec d'autres camarades artistes. Oui. Il y a Verdet, Villers. Oui, il y a des amis que j'ai l'occasion de rencontrer plus souvent. Et ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est que c'est une confrontation artistique, c'est-à-dire que les organisateurs ont fait en sorte que des artistes qui ne se rencontrent pas habituellement aient l'occasion de se rencontrer, d'exposer leurs œuvres, de voir un petit peu. C'est très, très important pour nous d'avoir une confrontation comme ça avec des gens que nous ne voyons pas forcément. C'est l'association SM Art, je crois. C'est l'association SM Art, oui. Et le titre de votre œuvre, de votre sculpture qui est exposée? Le titre de mon œuvre, c'est une chose assez bizarre. C'est une sculpture que j'appelle Pégase, mais qui en fait au départ n'était pas un cheval ailé, c'était un puma, plutôt une représentation aztèque. C'est un puma qui s'appelle Pégase, comme d'autres, comme un chat s'appelait Sultan. Quand on regarde votre catalogue, on est effectivement frappé par les titres. C'est souvent le mythe, l'Ellade qui vous inspire. Oui, c'est le mythe, c'est l'Ellade dans ce cas-là, mais ça peut être le mythe aussi. C'est un mythe général, universel, où les comportements humains qui ont été illustrés de façon particulière, sous une certaine forme esthétique par les Grecs ou par les Incas ou par les Hindous ou les Chinois. Où on retrouve les grands thèmes de comportement humain qui sont assez simples en définitive et qui nous conditionnent notre activité. Ce sont des sculptures en bronze. Ce sont des sculptures en bronze, oui. Avec une très belle patine. Et il y a, c'est vrai, ce côté très hiératique, un peu d'idole. Oui, c'était un peu toujours une surprise pour moi parce que les sculptures que je réalise ont toujours cet aspect-là, cet aspect un peu de personnage debout, et un peu hiératisé, relié à des mythes antiques. Georges Boisgontier, je vous remercie. Je rappelle donc qu'on peut voir cette exposition jusqu'à fin septembre, je crois. C'est ça, oui. Dans les jardins de la Rotonde à Beaulieu. C'est ça. Merci, oui. À bientôt. Je vous en prie, au revoir. Francesca, évidemment, lorsque vous faisiez ce téléphone, subrepticement sont venus s'installer autour de la table. Oui, Nicolas Roméas, notre reporter, Romain Lacroix, qui nous concocte tous les jours ces fameuses informations, et Jean-Marie Wetzel, qui est le co-directeur de la compagnie de l'Élan, qui présente deux spectacles, Bajazet de Racine et Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc de Charles Péguy à la crypte Sainte-Agnès. Alors, on va demander tout de suite à Romain Lacroix, qui est allé voir Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, ce qu'il en a pensé. Eh bien, écoutez, déjà, je vais parler de la crypte Sainte-Agnès, qui est un petit endroit tout à fait intime. Et c'est vrai que c'est assez étonnant d'aller voir une pièce de théâtre dans ces conditions. Il y a 3 acteurs. C'est vraiment une chose très, très intime. On a l'impression de faire partie de cette pièce. C'est cette proximité d'ailleurs qui est un peu, qui est d'ailleurs très étonnante, Jean-Marie Wetzel, cette capacité du public à être sur la scène, puisque dans cette crypte, on ne voit pas tellement le partage, le départ entre la scène et la salle. D'autant que vous aviez vu Le Misanthrope. Alors oui. La disposition était différente. C'est la 5e saison que nous faisons à la crypte. C'est la première année où nous donnons 2 spectacles là-bas. Et c'est vrai qu'il y a toujours un rapport extrêmement particulier des spectateurs aux comédiens qui fait qu'on est au théâtre, mais en même temps on est comme au cinéma. C'est-à-dire que les spectateurs ont vraiment la même vision, les mêmes possibilités de gros plans qu'on a au cinéma, ce qu'on n'a généralement pas dans un théâtre. Et ce qui fait, je crois, la singularité de ces représentations, qui est également due au type de travail que fait Jean-Luc Génère, qui est un type de travail extrêmement psychologique, et que ce qui l'intéresse, c'est l'homme, c'est l'âme, c'est ce qui se passe dans les individus, et c'est ce qu'il essaye de montrer, c'est ce qu'il essaye de faire partager. Alors je crois que c'est à ça, c'est ce qu'il appelle un théâtre de communion. Jean-Luc Génère est un metteur en scène chrétien, donc c'est extrêmement ritualisé tout cela. Hein. C'est vrai qu'on est au-dessus des morts, puisqu'on est, je ne sais pas s'il y avait un cimetière dessous, et puis
On est en dessous de l'endroit où l'on officie. Absolument. Il faut rappeler que c'est près des Halles. Ah oui, on ne peut pas faire plus près des Halles, sinon il faut être dans les Halles. Là, on est au 1 de la rue Montmartre, et on sait que la rue Montmartre démarre des Halles. Donc, on est effectivement au métro Halles, ce qui est extrêmement simple pour s'y rendre. On est sous l'église Saint-Eustache, et la crypte est une crypte du XIIIe siècle qui est antérieure à la construction de Saint-Eustache, qui a été construit, si je ne m'abuse, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois au XVIIe. Alors donc, effectivement, cette ritualisation, cette communion, elle fonctionne particulièrement bien quand il s'agit d'un auteur chrétien comme Charles Péguy. Oui, mais je crois que quel que soit l'auteur, que l'auteur soit chrétien ou pas, je veux dire, les auteurs dramatiques s'attachent à parler de l'homme, et c'est aussi ce que veut faire Génère dans ses mises en scène. Donc, que les auteurs soient chrétiens ou pas chrétiens, Génère, avec la Compagnie de l'Élan, avant de monter des auteurs classiques comme depuis 5 ans, puisqu'on a monté là-bas Phèdre, le Misanthrope que vous aviez vu, Bérénice, l'année dernière le Maître de Santiago. Avant cela, la Compagnie de l'Élan avait monté principalement des auteurs contemporains. Par exemple, Wole Soyinka, qui avait été découvert il y a 10 ans par Génère, à l'époque où il n'était pas connu et pas encore prix Nobel. Il a monté des pièces de Génère aussi, il en a monté des tas d'autres. Déjà à l'époque, je veux dire, le travail était le même, la recherche était la même. C'était parler, essayer de faire partager comme ça une connaissance de l'homme, un regard sur l'homme, ce qu'on n'a pas souvent le temps de faire dans la vie. On passe, on voit les choses comme ça qui passent, mais on ne s'attache pas à regarder simplement la personne qui est à côté, comment on vit et réfléchir. Et je ne sais pas pourquoi me repasse par la tête à propos de ça, à propos du Jeanne d'Arc que vous avez vu, Romain Lacroix. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que cette pièce qui est à l'époque, qui parle de Jeanne d'Arc, est une pièce totalement contemporaine et intéresse les gens d'aujourd'hui, spécialement les gens d'aujourd'hui, après les informations qu'on a entendues tout à l'heure, puisque quel est le problème de Jeanne ? Jeanne s'interroge sur la nature du mal, et elle fait l'expérience du mal, et également l'expérience de l'absence de Dieu. Personnellement, je ne suis pas croyant, mais c'est que faire face à cela ? Que faire face au mal ? Que faire face à la guerre ? Est-ce qu'il faut se retirer ? Est-ce qu'il faut se battre contre la guerre ? Est-ce qu'il faut battre la guerre, battre le mal ? C'est finalement ce que décidera Jeanne, mais après tout un parcours intérieur qui est justement le parcours que propose Péguy de cette réflexion de Jeanne. Nicolas Roméas ? Ce qui est très intéressant, je crois, dans le travail de la Compagnie de l'Élan, c'est peut-être de retrouver une des sources fondamentales du théâtre, peut-être quelque chose qui a plus existé dans le passé jusqu'au Moyen-Âge et dont on a été coupé pendant de nombreuses années, qui est justement l'aspect spirituel et puis ce lien liturgique, avec un lieu aussi qui est très très fort entre le choix des textes, la façon dont ils sont travaillés et puis ce lieu qui crée quelque chose d'un petit peu sacré, je crois qu'on peut le dire. Ah oui, oui. Jean-Marie Wetzel, on va terminer en réindiquant peut-être les dates, les heures, le numéro de téléphone. Oui, principalement le numéro de téléphone, parce que cette année, nous avons fait un peu un essai avec cette 5e saison à la Crypte, où pour la première fois, nous donnons 2 spectacles. Donc, nous avons essayé de donner des possibilités, parce qu'on a remarqué qu'il y avait des gens qui pouvaient venir à certains horaires et puis pas à d'autres. Donc, les 2 spectacles sont, disons d'une manière générale, Bajazet plutôt en soirée et le mystère de la charité de Jeanne d'Arc plutôt à 18h30. Mais il y a des variables, il y a certains jours où le mystère se joue à 20h30. Donc le plus simple est de réserver. En plus de ça, la salle est petite, il y a à peu près 50 places, donc il est conseillé de réserver. Pour ça, il y a un numéro de téléphone que je vous donne, qui est le 47 00 19 31. On répète ? 47 00 19 31. Et puis également savoir que les 2 spectacles se jouent jusqu'au 30 septembre. Jean-Marie Wetzel, merci encore et à très bientôt. Merci à vous. Redjep Mitrovica, vous êtes en train d'approcher en ce moment un nouveau personnage avec Comédie sans titre de Lorca. Et j'aimerais bien savoir comment vous travaillez en général. Je me le demande bien. C'est à chaque fois une méthode différente ? C'est à chaque fois je ne sais pas si c'est une méthode, non, je ne crois pas que ce soit une méthode différente, simplement... Je crois que ce que je tiens d'Antoine Vitesse et de Madeleine également, c'est... comment je pourrais dire ça ? Disons la possibilité d'induire ce qui deviendra la psychologie d'un personnage, de la chair même du texte, du corps du texte, c'est-à-dire de sa construction syntaxique, de sa musique, de sa musicalité, de son rythme, de ses syncopes...
C'est vraiment à partir de la matière, si vous voulez, des mots et de la musique qui s'en dégage, qu'au fond, je rêve, je me mets à rêver, et à progressivement recoller les morceaux épars de ce qui constituera Vous travaillez dans tous les au sens. résultat au début. Une sorte d'état de composition. Oui. Et puis après, quand vous arrivez à la première représentation, qu'est-ce que vous faites? Vous resserrez le boulon? Ah oui, c'est-à-dire que oui. Ben ça dépend aussi des acteurs. Vous avez des acteurs qui produisent très vite et très bien, et moi je produis pas très vite et vous êtes paresseux. Et pas très bien. Oui aussi. Ne m'accablez pas. Arrêtez. Arrêtez. Là, c'est hein. Disons que... Est-ce que vous faites plaisir? Ah bah ça y est, bon. Maintenant c'est l'autre. Mais évidemment, je me fais plaisir. Comment voulez-vous que je fasse plaisir aux autres si je me faisais pas un tout petit peu plaisir à moi-même? Ah, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous disiez donc, tout à l'heure? Je disais que vous cherchez et vous fouillez un peu dans tous les sens, et puis hop, quand la ça, première arrive... On peut parler d'autre chose si vous voulez. Non, mais est-ce que par exemple, on peut dire que l'acteur comme Lorenzaccio doit être plus creux et plus vide qu'une statue de fer blanc pour être prêt à recevoir le personnage? Est-ce que cette idée de l'acteur comme une pelure vide qui doit se remplir petit à petit de sang et de chair vous convient? Oui, je crois que c'est assez juste. Je crois que... vous savez, il y a deux temps, je veux dire, dans le travail de l'acteur. Enfin, c'est le premier qui consiste à agir sur les choses, à agir sur le texte, à agir sur des efforts de mise en scène, d'interprétation, de réflexion, d'analyse du texte, etc. Et puis, il y a un autre qui consiste à se laisser agir par, finalement, ce qui est souterrain, ce qui est secret, ce qui est en soi, ce que le texte fait naître en soi, qui n'est pas raisonné, qui n'est pas forcément très rationnel, qui n'est pas analysé, mais ce sont deux temps vraiment complémentaires et indispensables, je crois, dans l'élaboration d'un rôle. Il faut trouver un masque en quelque sorte, et une fois que vous avez trouvé le masque, vous êtes rassuré, vous pouvez vous réfugier derrière. C'est une des questions que je me pose, moi, en tout cas, mais je ne crois pas que ce soit que la chose se pose dans les mêmes termes pour tous les acteurs. Vous avez des acteurs qui ont un rapport très direct et très simple, entre guillemets, au plateau, et en ce qui me concerne, je ne me sens autorisé à parler sur scène que quand il me semble avoir trouvé un corps adéquat à ce qui se raconte, oui. C'est un peu une lutte, on a l'impression, pour vous, c'est un peu contre nature de monter sur scène. Totalement, oui, totalement, le théâtre, oui. Est-ce que vous aviez suivi l'expérience de cette écriture à plusieurs mains sur l'idiot, sur le thème de l'idiotie à Avignon cette année? Non. Ça ne vous intéresse pas? C'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que j'ai fui Avignon, parce que j'avais travaillé sans discontinuer depuis 15 mois, et que j'avais 3 semaines de vacances et que je les ai prises. Donc non, je n'étais pas à Avignon cette année. Eh bien, je vous propose d'écouter, maintenant il est 7h56 et 30 secondes, la chronique de l'étranger, Joachim Frix-Vanham, le correspondant allemand de l'hebdomadaire Die Zeit. Très bien. Mais tu les fais pleurer, de nostalgie, un mal plus noble que la faim, pas physique, morale. J'aime que leur souffrance ait changé de viscère, et que ce soit leur cœur maintenant qui se serre. Bien sûr, Cyrano de Bergerac ne parle que de ces cadets de Gascogne, prêteurs et menteurs sans vergogne. Ces alexandrins au siège d'Arras, la mort en beauté de ce héros qui veut vivre sans bonheur mais jamais sans honneur. La réanimation de la pièce de Rostand sur écran et sur scène est applaudie par des millions de Français. Cette communion entre un texte vieux de 100 ans et un public de 7 à 77 ans est bien une exclusivité française. Car Cyrano n'appartient qu'aux Français. Il est un patrimoine quasi inexportable à l'étranger. Ni ses alexandrins, ni ses amours pour Roxane et la poésie, pour la plume et l'épée, la verbe et la verve passent les douanes.
C'est le héros français. On a oublié pendant un bon moment cet homme providentiel qui faisait sa traversée du désert avant de regagner l'avant-scène dans la double réincarnation de Belmondo et Depardieu. Le rire dans une situation désespérée, l'honneur en situation impossible, l'esprit comique d'une vie tragique. Ce retour de Cyrano n'est-il pas signe de temps? Son talent de frondeur et vainqueur fait un peu défaut dans la France d'aujourd'hui. Dans une France qui suit bon gré mal gré depuis son fauteuil la fronde des autres peuples de l'Europe, cette victoire de la liberté ailleurs qui exige de la France un effort d'adaptation. En 89, le pays célébrait le bicentenaire des droits de l'homme. En 90, il regarde stupéfait et même anxieux l'application de ces mêmes droits à Berlin et Budapest, Varsovie ou Prague. La France tourne le dos à ses hommes politiques et politiciens et préfère contempler avec nostalgie Bergerac et De Gaulle, ces deux dégingandés au profil extrême. Doute et déception se transforment moins en lamentos sur le déclin de la France qu'en larmes sur le destin du héros français. Cyrano voit ces Français pleurant d'un mal plus noble que la faim. Nicolas Roméas, vous avez écouté avec une attention particulière cette chronique. Absolument, parce que je suis très touché par ce que dit notre ami le correspondant de Die Zeit sur ce personnage qui est effectivement archétypique d'un certain esprit français, dont on peut espérer que, comme il le dit, il n'est pas trop en voie de disparition, un esprit audacieux, frondeur, courageux, un petit peu proche de Don Quichotte aussi. Francesca, on n'aurait pas pu exporter le Cyrano en Italie ? Oh, je crois oui, pourquoi Parce qu'il avait l'air de dire que ça nous appartenait... à nous particulièrement. Non, je pense que Cyrano a eu et a toujours un grand succès en Italie aussi. Jérôme Bouvier, vous êtes le Cyrano de 8h, il est quasiment, je dis bien, 8h sur France Culture. Jérôme Bouvier, vous en avez les moustaches, mais pas le nez. Les informations. Après la nouvelle chute des principales places financières hier, on suit avec attention le marché de Tokyo ce matin. Pour l'instant, il n'incite guère à l'optimisme. À mi-séance, le Nikkei a chuté de 3,87%, son plus bas niveau de l'année. Visiblement, les milieux financiers ne croient plus guère à une solution négociée dans le Golfe. Le président de la République est dans le même état d'esprit. Avec amertume, il a déclaré hier que nous sommes dans une logique de guerre désormais. Constatant l'échec du dialogue, la France est prête à assumer ses responsabilités. Application militaire de l'embargo, envoi de troupes terrestres en Arabie Saoudite, dénonciation de la politique barbare de l'Irak vis-à-vis des otages, convocation enfin du Parlement en session extraordinaire lundi prochain. Le chef de l'État ne ferme pas totalement la porte à l'espoir, tout à fait, et apporte sa confiance à l'ONU qui doit réunir son Conseil de sécurité une nouvelle fois aujourd'hui. En marge de ce conflit, la polémique engagée entre Michel Rocard et TF1. Le Premier ministre, je vous le rappelle, a invité les journalistes à ne pas se faire le relais des dictatures. La direction de TF1 affirme avoir la confiance tranquille, même si le Canard enchaîné l'accuse ce matin d'avoir envoyé ses journalistes à Bagdad à la demande des Irakiens. C'est Saddam Hussein en personne, satisfait de la façon dont Patrick Poivre d'Arvor l'avait déjà interviewé, qui aurait réclamé sa présence. Le Var et les Bouches-du-Rhône sinistrés par les flammes. Près de 10 000 hectares de forêts et de garrigues ont été dévastés. À Marseille, à Cassis, à Colobrières, des centaines de personnes ont dû être évacuées par mer et par air. Maisons et campings brûlés. Avec la persistance du Mistral, les pompiers sont très inquiets. Les agriculteurs, eux, sont à demi satisfaits des promesses d'Henri Nallet pour faire face à la sécheresse. La FNSEA demande plus, mais exclut de créer un nouvel impôt sur cette fameuse sécheresse. Et puis, en Europe de l'Est, la Bulgarie va supprimer d'ici 5 jours tous les emblèmes communistes sur ses bâtiments officiels. Les communistes au pouvoir, rebaptisés socialistes, avaient oublié de le faire. Merci Jérôme Bouvier. J'en ai assez, vois-tu, d'entendre brailler en plein vent le bavardage humain. Il faut que le monde sache un peu qui je suis et qui il est. Dieu merci, c'est peut-être demain que je tue Alexandre. Dans 2 jours, j'aurai fini. Ma vie entière est au bout de ma dague.
Et que la Providence retourne ou non la tête en m'entendant frapper, je jette la nature humaine à pile ou face sur la tombe d'Alexandre. Dans 2 jours, les hommes comparaîtront devant le tribunal de ma volonté. Recep Mitrovica, vous l'avez reconnu, c'est Lorenzaccio avec la voix de Gérard Philippe au TNP. Est-ce que ce n'est pas difficile de se comparer, de se confronter à des acteurs, des comédiens qui ont déjà, des grands comédiens qui ont déjà joué les mêmes rôles que vous? Si, bien sûr, parce que dans l'esprit des gens, la mémoire de Gérard Philippe perdure, existe toujours, notamment à travers les traces que nous a laissées de lui le cinéma. Mais, bon, et puis, en dehors de ça, Francis Huster avait créé le rôle, il y a une sorte de rush, de consensus sur un même rôle. À l'époque où Georges Lavaudant a décidé de créer la Comédie Française avec Antoine Vitez. Ceci dit, je dirais que pour ma part, je ne me suis jamais senti en état de rivalité, je dirais, par rapport à l'interprétation de Gérard Philippe. Je crois que les gens de l'époque ont vu un chef-d'œuvre. Je ne fais pas partie des gens qui disent que si les spectateurs qui étaient à l'époque présents à la Cour d'honneur revoyaient ce qu'ils ont vu à l'époque, ils seraient fort déçus. Je ne crois pas. Je crois que Vuillard a sûrement dû faire un très grand spectacle, un spectacle très important. Et l'interprétation de Philippe était sûrement tout à fait extraordinaire. Mais s'il y a, disons, une chose avec laquelle je préfère rivaliser, c'est avec le futur. C'est-à-dire que si je devais demain voir un acteur avoir des idées ou une inspiration sur le même rôle que je n'ai pas eu, que je n'ai pas su avoir, alors je serais malheureux. Voilà. Vraisemblablement plus que si on me compare à Gérard Philippe. Voilà. D'autant que Gérard Philippe, pour moi, n'est pas un modèle. C'est-à-dire que, au fond, je n'ai, dans mon enfance ni dans ma jeunesse, été impressionné par un acteur en particulier, mais plus par les gens du music hall ou des chanteurs. Oui, parce qu'on n'a pas, quand on a retracé votre parcours, on n'a pas dit que vous êtes passé aussi par une phase où vous étiez chanteur. Brève, mais néanmoins importante. Vous étiez chanteur, vous faisiez des tournées en province. Mais oui. D'ailleurs, vous n'avez pas abandonné l'idée d'un jour chanter sur les planches. Je trouve que c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire, vraiment, quand on voit Brel ou quand on voit Barbara. Qu'est-ce que vous chantiez ? Ben, je chantais, je chantais des chansons, tiens. Mais par exemple Vous pouvez pas nous fredonner Non, mais nous donner des titres au moins. C'était le répertoire de qui? C'est déjà d'articuler du bout à 7h du matin, je ne fredonnerai pas. C'était le répertoire de Brel? Mais pas du tout, c'était un répertoire tout à fait personnalisé. Oui, non, c'était des chansons qu'un ami à moi écrivait à l'époque et que j'interprétais. Dans des cabarets ou dans des galas ou des choses comme ça en province, quoi. Alors là, c'est votre partie un petit peu bohème, et cette partie bohème, Nicolas Roméas l'a rencontrée d'une certaine façon, puisque lui est allé dans un endroit qui n'est pas le lieu de lumière que nous connaissons comme la Comédie Française, mais qui est un lieu plus underground. Plus souterrain, plus secret. Vous savez que justement, avant de parvenir à la lumière aux yeux du grand public, souvent les œuvres ont besoin de se décanter, de prendre maturité dans des lieux plus secrets. Et là, c'est le cas du quai de la Gare, un endroit qui s'appelle le Frigo, d'anciens entrepôts frigorifiques baignés dans une atmosphère assez magique, un lieu de rencontre entre des plasticiens, des hommes de théâtre, des photographes, etc. On a rencontré notamment un monsieur qui est sculpteur là-bas et qui s'appelle Jean-Paul Rétier, qui nous en parle. Ces entrepôts ont été désaffectés il y a bien des années et les artistes de tout poil, si je puis dire, photographes, peintres, sculpteurs, architectes, danseurs, gens de théâtre, ont vite occupé ce bâtiment. Quand je dis occupé, loué les surfaces depuis 1985. Oui, nous payons un loyer très régulièrement. Ce n'est pas un squat comme d'aucuns pouvaient le prétendre dans certains articles erronés qui ont pu paraître dans la presse. Il faut bien insister là-dessus. C'est un loyer tout à fait convenable, normal, je dirais. On ne nous fait pas de cadeaux. En contrepartie, nous avons même fait les aménagements. Si on considère que le loyer est modéré, eh bien, les frais d'aménagement sont retombés sur les épaules et les
et les efforts des occupants. Il n'y avait pas de fenêtres, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Tous ces travaux ont été faits en fonction des possibilités de chacun. Nous sommes un peu tendus, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque depuis, mettons, un an et demi, il est fortement question, dans le cadre des transformations de l'Est parisien, de faire d'énormes constructions, la Bibliothèque de France, bien entendu, dont les fondations sont commencées, et ensuite jusqu'à la périphérie, d'immenses investissements en logements, en bureaux et en superstructures qui seront faites pendant 15 ans. Là-dedans, notre bâtiment, évidemment, est menacé. Je crois pouvoir dire que les pouvoirs publics s'y intéressent, la ville, le ministère de la Culture, en particulier le maire du 13e arrondissement, qui est un ami des arts, comme on dit, et qui a un projet de, je dirais presque de sauvetage, puisque apparemment ce bâtiment doit être démoli. C'est en tout cas le projet de la CEMAPA, qui est l'aménageur, je dirais, officiel de ce secteur, et qui a présenté ses projets devant le Conseil de Paris il y a plus d'1 mois. Alors, si le bâtiment doit être démoli, le maire du 13e, Jacques Toubon, avait l'intention de trouver un bâtiment, un autre, à proximité, qui se trouve au Grand Moulin de Paris, à quelques centaines de mètres d'ici. Quelle que soit l'option retenue, que ce soit un autre bâtiment ou que ce soit celui-ci rénové, nous n'avons absolument pas l'intention de baisser les bras, puisqu'en effet, c'est un endroit unique, exceptionnel pour des créateurs. Le public peut vous rencontrer ici Ici même, nous aurons une manifestation intéressante les 28, 29 et 30 septembre, quai de la Gare, où la totalité des ateliers montrera le travail réalisé ici. Dans le cadre des portes ouvertes, ça touche d'ailleurs l'ensemble des ateliers d'artistes du 13e arrondissement. Vous pourrez voir des peintres, des sculpteurs, des photographes exposer, montrer leur travail. C'était Jean-Paul Réty, peintre, au micro de Nicolas Roméas, sculpteur. Et ça se passait donc au Frigo, au quai de la Gare. C'est un endroit que vous aimez particulièrement, Redjep Mitrovica. Oui, c'est un endroit où, disons, j'ai un point d'attache sentimental, parce que c'est là que j'ai commencé à faire du théâtre, avec donc Gérald Robard, Madeleine Marion, Philippe Duclos, Aurélien Recoin, Jean-Hugues Anglade, et d'autres qui sont nombreux, qui sont passés par là. Et c'est un endroit, effectivement, qui est en sursis, dont j'entends depuis 10 ans dire qu'il sera bientôt démoli. Ce qui n'empêche pas les gens de s'y installer courageusement et d'essayer d'y mener une action artistique qui, par opposition à la Comédie Française, bien sûr, se fait, comment dire, à l'insu de la cité, sans que personne sache au fond. C'est un peu votre côté ombre, alors que le côté soleil, ce serait justement la Comédie Française, où vous êtes entré en 89, en juin 89. Et je rappelais tout à l'heure, on a écrit que vous étiez le symbole de la renaissance de la Comédie Française. C'est lourd à porter, ça. Eh bien. Qui est-ce qui a écrit ça? Ah, je n'ai pas le nom. C'était dans l'Idiot. Ah bon? Non, mais pour un comédien comme vous, un peu freelance, je dirais, qu'est-ce que ça veut dire de rentrer dans un cadre où il y a une certaine discipline, ne serait-ce que la règle de l'alternance? Ça veut dire quitter la routine, paradoxalement. Ça veut dire quitter la routine. Ça veut dire que quand on fait du théâtre, comme m'a été donné d'en faire depuis 10 ans, il y avait, je dirais, quelque chose qui clochait au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que je me demandais pourquoi je me sentais lassé de certaines choses, il faut bien le dire, et il y a un problème au théâtre qui consiste à créer des spectacles Kleenex, ce que j'appelle moi des spectacles Kleenex, c'est-à-dire des choses qu'on répète 2 mois et qu'on joue 1 mois et qu'on jette à la poubelle. Et le temps de faire finalement plaisir aux critiques, aux gens de la production, de la production, aux gens de la profession et à un tout petit public attentif, très, disons, vigilant sur la production théâtrale parisienne. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et pour un acteur, je crois que la possibilité de jouer un rôle 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, de le reprendre, de le jouer 50 fois, 100 fois, est absolument indispensable. On ne peut pas se contenter de jouer un spectacle 30 fois. Il y a vraiment quelque chose là dans le fonctionnement du théâtre qui ne va pas. Je vois Jean-Marie Wetzel acquiescer.
Oui, parce que sans être à la Comédie Française, c'est vrai qu'à la Compagnie de l'Élan, on a un peu le même type de démarche, à savoir qu'effectivement, on joue les spectacles très longtemps. Les 2 spectacles dont on a parlé tout à l'heure, Bajazet et le Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc, ont été créés au mois d'avril et on les joue jusqu'au 30 septembre. Ça fait 6 mois de représentation. Et j'espère, comme les précédents spectacles, c'est des spectacles qui seront repris en tournée parce qu'on a tourné dans le monde entier avec Phèdre, avec le Misanthrope. Et c'est vrai que je trouve qu'à chaque fois qu'on laisse un spectacle et qu'on le reprend, il y a comme une maturation interne qui se fait, quelque chose de complètement magique qu'on ne comprend pas, mais qui est évident et qui fait que plus on reprend un rôle, plus il s'enrichit, plus il est vrai, plus il est profond. Et ça, je trouve que c'est vrai, jouer un spectacle 20 fois, pour moi, c'est quelque chose d'absurde. Enfin, c'est un gâchis monumental. Il y a quelque chose là qui est mal, quoi. Ce qui me paraît intéressant aussi, Recep Mitrovica, c'est que dans le frigo, appelons les choses par leur nom, vous vous frottez aussi à d'autres formes d'art. Alors effectivement, vous jouez longtemps, souvent un même rôle, mais en même temps, vous allez vous frotter à d'autres types d'expression artistique. Est-ce que ça a été important dans votre démarche ? D'être au contact de sculpteurs, d'être au contact éventuellement de vidéastes, je crois. Non, honnêtement non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, ça n'était pas structuré comme ça là actuellement, c'est-à-dire que les choses se sont apparemment beaucoup développées. Moi, j'y suis retourné pour faire des enregistrements de Lautréamont, oui, des chants de Maldoror, donc c'est là que je me suis aperçu que les choses avaient évolué. Mais à l'époque, c'était tout à fait sauvage et désorganisé, et les gens squattaient carrément les lieux, et on voyait principalement des musiciens de pop musique ou de choses comme ça. Recep Mitrovica, avant de nous quitter, 2 mots, vos projets ? Alors, les projets, donc, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire Comédie sans titre au Théâtre de l'Odéon dans une mise en scène de Luis Pasquale avec un Alvaro. Ceci, ça je l'ai mêlé dans les dates, mais à partir du 5 octobre. La reprise de La vie de Galilée à compter du 17 septembre jusqu'en novembre. La reprise de L'Orendaccio du mois de novembre au mois de mars. Et puis ensuite, cinéma et théâtre mêlés. J'espère que Kafka et Dostoïevski et Henry James seront au rendez-vous. Eh bien, Recep Mitrovica, merci beaucoup. On vous retrouvera donc sur les planches. Merci. Et voilà, pour accompagner l'entrée triomphale de Recep Mitrovica à la Comédie Française, La Marche des Turcs du bourgeois gentilhomme de Molière, c'est bien évidemment Jean-Baptiste Lully et c'est Marc Minkowski et les musiciens du Louvre. Bonjour Katharina von Bülow. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, rédactrice en chef adjointe de la revue Cosmopolitique, auteur du livre L'Allemagne entre père et fils, paru aux éditions Grasset, et vous êtes aussi la productrice d'une série d'émissions, 6 émissions qui ont démarré ce lundi et qui se poursuivent jusqu'au samedi 25 août, de 21h à 22h, sur l'Europe, consonance et dissonance, où vous faites, me semble-t-il, l'archéologie au fond de l'unité de l'Europe. Oui, c'est une tentative un peu de raconter l'histoire de l'Occident, c'est-à-dire d'un espace culturel, historique, politique, dont je pense qu'on peut dire plus que jamais auparavant que c'est un espace unitaire. Certes, il y a eu des conflits. Si on regarde un peu les époques que je traite, c'est-à-dire l'Empire romain, le Moyen-Âge, l'époque de l'humanisme et de la Renaissance, les Lumières, le 19e siècle et le 20e siècle, ce sont des époques marquées, évidemment, par des conflits très graves, très violents, mais en même temps, ce sont toujours des époques où on retrouve une formidable complicité, une unité philosophique, politique, culturelle, architecturale. Et ce qui m'a intéressé, ce que j'ai voulu mettre en lumière, c'est que finalement, l'Occident, depuis Rome jusqu'à aujourd'hui, a cherché à travers différentes formes d'impérialisme ou de philosophie,
toujours une sorte de trajectoire qui allait d'un point vers un autre et qui fait que de l'Europe de l'Est jusqu'à nos frontières et même à la limite l'espace africain, il y a une culture, une politique qui se met en place et qui aujourd'hui fait que l'Occident est une démocratie un peu éparpillée à travers les différentes nations et on se retrouve, le conflit actuel avec l'Irak le montre bien, il y a aujourd'hui une conception universelle du droit qui est propre à l'Occident. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette idée d'Europe, c'est qu'à la fois, elle paraît sous des dehors assez, au fond, progressistes. On veut l'Europe, on souhaite l'Europe, mais dans les années 30, 40, l'Europe, c'est un concept qui fédère, au fond, pas mal de fascisme, pas mal de totalitarisme. Oui, c'est vrai. Il y a des doubles lectures sur ce thème. Oui, le titre de l'émission est d'ailleurs l'Europe consonance-dissonance. C'est vrai qu'à travers les siècles, l'Europe a connu différentes formes d'impérialisme et de colonialisme, c'est certain. Mais en même temps, depuis toujours, notamment les intellectuels par exemple, ou les penseurs, ont cherché à sortir l'espace européen de ces impérialismes-là pour créer une forme politique qui permet la coexistence des nations dans un cadre universaliste. Et je crois que c'est le propre de l'Occident d'être arrivé aujourd'hui à une forme politique qui permet la coexistence de nations, de particularités, donc de nations qui ont une culture, une histoire, une identité, mais qui se retrouvent au sein d'une conception politique qui est universelle et qui transcende les frontières des différentes nations. Et c'est ça que j'ai essayé de démontrer à travers les différentes périodes et époques qu'on traite, avec des historiens éminents d'ailleurs. On peut peut-être les citer et donner le titre des dernières émissions ce soir. Oui, alors ce soir, il y a une émission sur justement l'époque de l'humanisme et de la Renaissance, avec Rudolf von Taten et un grand historien français. Demain, c'est avec Starobinski que nous parlerons de la période des Lumières, mais européenne aussi. Et ensuite, ce sera le 19e siècle, l'époque des empires et des nationalismes, avec un historien anglais, M. Hobsbawm, qui est un très grand monsieur du monde des historiens. Et ensuite, ce sera une dernière émission samedi sur l'Europe du XXe siècle, avec 4 personnes, Diana Pinto, M. Rupnik et M. Pomian. Est-ce qu'on peut être optimiste pour l'unité de l'Europe ? Est-ce qu'on doit attendre un avenir radieux ? Je crois qu'il ne faut jamais attendre un avenir radieux, mais il faut être optimiste comme François Mitterrand. Il faut espérer et en même temps être très vigilant. Katharina von Bülow, merci. Je rappelle que ces émissions, l'Europe Consonance-Dissonance, passent tous les soirs de 21h à 22h jusqu'à samedi inclus. C'était Carnet d'été, Thierry Grillet, Francesca Isidori. Aujourd'hui à la technique, Alain Scharf, à la réalisation Yvon Croisier. Demain, nous recevons Bruno Tanon, paysagiste. Et Gilles Pernet, photographe de paysage.